Monsieur, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1. Voici les grands titres de cette édition. Le Sahara 2019 a démarré. Le 5e Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan s'ouvre sous le signe de l'innovation technologique au service d'une agriculture intelligente. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan et le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly ont pris part à la cérémonie d'ouverture ce vendredi. Plus loin, Cap-Vert s'est ouvert ce jeudi le 40e forum de l'Action mondiale des parlementaires. Au cœur de la rencontre, la démocratie, les droits de l'homme et la prévention des conflits armés. Le président du Sénat, Jano Aoussou-Kouadio, y prend part. Il s'est prononcé sur l'inclusion sociale pour un meilleur développement. La Côte d'Ivoire est également présente à la 40e Assemblée générale de l'UNESCO qui se tient à Paris en France. La ministre Kandia Camara conduit la délégation ivoirienne. Elle a pris part à une table ronde sur les droits des enfants et elle a dévoilé la politique de l'école obligatoire et les actions menées en faveur de la scolarisation de la jeune fille en Côte d'Ivoire. Le bilan s'est alourdi au Mali après l'attaque de lundi dernier à Tambakor, près de la frontière nigérienne. L'armée a découvert hier jeudi les corps de 13 de ses soldats portés disparus, ce qui porte à 43 le nombre de victimes de cette opération attribuée à des djihadistes. Bienvenue sur RTI1, très ravi de vous retrouver. L'Égypte, vainqueur de la CAN des moins de 23 ans, les Pharaons ont remporté, vous l'avez suivi à domicile, la finale de la 5e édition de la CAN des moins de 23 ans en battant malheureusement les éléphants de Côte d'Ivoire sur le score de 2-1. Nous y reviendrons au cours de ce journal. Nous allons démarrer par ce grand angle consacré au Sahara 2019 et qui a démarré donc ce vendredi. Les réflexions portent sur l'innovation technologique pour une agriculture intelligente et c'est le vice-président Daniel Kablan-Duncan qui a ouvert les travaux de ce 5e Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan. Il avait à ses côtés le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et le salon referme ses portes le 1er décembre prochain, comme nous le rapporte Mama Traoré. Plus de 700 exposants prennent part au 5e Sahara, le Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan. D'un stand à un autre, que l'on soit structure étatique ou privée, les attentes sont nombreuses. Faire connaître le conseil Ilia Palmier à huile, présentons nos missions au grand public, mais aussi recevoir tous les planteurs de ces deux filières et les investisseurs potentiels dans ces deux filières. Le but pour nous, c'est de pouvoir échanger, partager nos innovations, échanger avec nos consommateurs et consommatrices. Et franchement, écouter les autres, voir un peu ce que les autres font, parce que bien sûr, le secteur agricole est tellement important ici en Côte d'Ivoire. C'est le Sahara du projet de solutions numériques pour le désenclavement des zones rurales et l'agriculture. À l'instar des autres secteurs de l'économie, on s'est rendu compte que les TIC peuvent fortement impacter l'agriculture. 17 pays sont représentés au Sahara 2019. Cette année, la France a été choisie comme pays invité d'honneur. Notre but ultime est de stimuler une croissance soutenue de l'investissement privé agricole en Côte d'Ivoire et dans la sous-région pour permettre à ce secteur de faire face aux nombreux défis et attentes dans un contexte de croissance démographique et d'amenuisement continu des ressources naturelles. Le Sahara 2019 est placé sous le thème « Agriculture intelligente et innovation technologique ». Quelle perspective pour l'agriculture africaine? Un thème pertinent selon le vice-président de la République au regard des défis liés à la sécurité alimentaire. Il nous faut repenser notre agriculture. Il nous faut la réinventer. Cela est aujourd'hui possible grâce aux opportunités offertes par les innovations technologiques, au dynamisme de nos braves femmes et hommes du monde paysan engagés dans ce secteur et surtout de notre jeunesse en phase avec son époque. Cela est également possible grâce à notre capacité à réduire nos impacts négatifs sur l'environnement, au développement d'une finance agricole adaptée et couplée de mécanismes de protection sociale. À en croire Daniel Kablan-Duncan, toutes les solutions intelligentes pour moderniser l'agriculture sont contenues dans le 2e programme national d'investissement agricole d'un montant de 11 905 milliards de francs CFA sur la période 2018-2025. Le Sahara, c'est aussi la reconnaissance du mérite des acteurs du monde agricole, des panels, des rencontres d'affaires. Plus de 300 000 visiteurs sont attendus cette année.
Notez que la France est le pays à l'honneur de cette 5e édition du Sahara qui a vu la participation de 19 pays africains. Vous l'avez entendu dans ce reportage de Mama Traoré. Plusieurs PME ivoiriennes attendent beaucoup des retombées de ce salon. Beaucoup Clément. Le plus grand rendez-vous de l'économie agricole en Afrique de l'Ouest a débuté ce vendredi. Le Sahara, Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, veut vulgariser l'agriculture intelligente et les innovations technologiques au profit des pays africains. Pour cette 5e édition, la France est l'invité d'honneur. Avec elle, 19 pays africains. Le Sénégal et la Côte d'Ivoire collaborent déjà dans bien des domaines, qu'il s'agisse du sous-secteur de l'agriculture, de la pêche, de l'élevage. Nous avons déjà des cadres de collaboration qu'il faut maintenant peut-être renforcer afin d'arriver ensemble, vu que nous sommes dans une dynamique communautaire maintenant, à l'atteinte des objectifs assignés en termes de production. Après la cérémonie d'ouverture, la délégation officielle a visité quelques stands, dont celui de la Promac, Association des professionnels de caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire. Cette année, la campagne 2020, nous allons former au minimum 30 000 ouvriers à la saignée, dont au moins un tiers de femmes aux donneurs du travail. C'est une très bonne nouvelle parce que le seigneur au départ était un métier réservé aux hommes. Donc savoir que nous aurons des femmes qui pourront saigner les VA ne peut que nous réjouir et nous encourageons la Promac à continuer et nous allons suivre de très près ce projet. Plateforme de rencontre de nouveaux partenaires d'affaires, le Sahara est une aubaine pour les opérateurs économiques ivoiriens. François Assovier valorise un fruit bien connu des Ivoiriens, l'amandier des tropiques ou encore cocoman. L'avantage de la culture de l'amandier des tropiques, c'est qu'il donne un revenu aux producteurs et il règle un problème sur le couvert végétal, lutte contre l'avancée du désert, le fléau du réchauffement climatique et il assure une productivité durable parce que l'arbre a une durée de vie de plus de 150 ans. À partir du fruit, nous avons sorti plus de 16 produits. La noix même que le paysan récolte, il peut au moins vendre 3 fois dans l'année. Et une fois acheté, transformé à nos ateliers, nous sortons les 16 produits jusqu'à l'aliment de bétail et aux engrais organiques. Présents à ce rendez-vous, les planteurs de café cacao souhaitent une amélioration de leurs conditions de vie. Nous souhaiterons que le gouvernement puisse aider les producteurs de café cacao au reboisement, surtout de leurs différentes plantations qui sont vieillissantes. Le Sahara 2019 fermera ses portes le dimanche 1er décembre prochain. Plus de 300 000 visiteurs y sont attendus. Et à l'occasion de ce salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, nos équipes se sont rendues du côté de Bingerville pour vous faire découvrir ou redécouvrir pour certains l'agriculture hors sol, culture hydroponique. C'est une technologie agroécologique qui se pratique sur des espaces très réduits. Et cette innovation sous terre est en train d'être vulgarisée auprès des élèves en agriculture de Bingerville. Faisons donc la découverte avec notre équipe de reportage conduite par Lansine Bakayoko. Nous sommes à Bingerville, non loin du jardin botanique. Ces jeunes gens, au pied de cette serre sous forme de préau, ce sont des élèves en agriculture. Ils attendent un de leurs encadreurs. Cet encadreur, c'est lui. Bonjour, bonjour, bonjour. Rentrez dans la serre, chacun suit sa parcelle et vous commencez déjà le tutorage. D'accord, compris? La leçon du jour, la culture hors sol. Cette technologie consiste à cultiver des végétaux dans des substrats naturels autres que la terre de culture. La théorie terminée, c'est maintenant le temps de la pratique. La première étape aujourd'hui, le palissage. Ils sont en train de faire les codes pour faire le palissage au niveau de la plante de tomate, pour permettre à la tomate de grandir à une hauteur que nous souhaiterons et aussi pour ne pas que les fruits pourrissent. Ici, Zara. Après l'arrosage des plants de salade, elle se dirige vers le compartiment au piment. Le feuillage est l'une des étapes importantes pour l'épanouissement des légumes. Le feuillage consiste à enlever les vieilles feuilles au niveau des plantes. Et cette plante-là, c'est le piment. Ça permet à la plante d'avoir assez
d'oxygène, assez d'éléments nutritifs pour augmenter sa productivité. En matière de culture hors sol, la Côte d'Ivoire occupe une place de pionnière en Afrique. L'Institut agricole de Bingerville accueille plusieurs élèves en provenance de différents pays de la sous-région. Mohamed vient du Bénin. Moi, au Bénin, l'agriculture se fait aussi là-bas. Mais comment? Nous ne disposons pas de tous les équipements. Raison pour laquelle j'étais obligé d'aller voir ailleurs. Et on m'a aussi indiqué qu'en Côte d'Ivoire, la formation se déroule là-bas très bien avec des équipements en place. Raison pour laquelle je suis venu en Côte d'Ivoire. Les innovations utilisées dans la culture hors sol présentent de nombreux avantages. Nous cultivons en hors sol parce qu'aujourd'hui, si vous voyez bien, avec les problèmes fonciers, moi j'ai fait une mise en place sur une terre. Le propriétaire demain vient, il veut reprendre sa terre. Je n'ai qu'à soulever mon matériel et aller continuer ma production ailleurs. Vous avez la possibilité de cultiver toute l'année. Ça résout aussi le problème foncier. Donc aujourd'hui, vous voyez qu'avec l'augmentation de la population, les logements sociaux sont en train de prendre toutes les terres cultivables. Alors, sous ces, nous avons la possibilité de produire en quantité et en qualité sur une superficie réduite. Grâce notamment à un projet portant sur une exploitation de 124 000 hectares dans ce département de Côte d'Ivoire. Ajoutez tout de même que le seul handicap de l'agriculture hors sol reste l'investissement pour démarrer. Pour preuve, la parcelle que vous avez vue dans ce reportage de Lansine Bakayoko nécessite un investissement d'environ 5 millions de francs CFA. Le Conseil Café Cacao participe aussi à ce Sahara 2019 à Abidjan. Le Conseil a initié depuis septembre 2018 un programme d'appui à la transformation du café. Ce programme vise à promouvoir la transformation industrielle du café à travers des opérateurs nationaux capables de créer des emplois et de la richesse à partir des produits agricoles. Et dans cet élan, 10 producteurs ont été sélectionnés, ils ont été formés et disposent désormais d'unités de transformation. Nadia Egia, Francis Boifo nous en disent un peu plus. Un torréfacteur d'une capacité d'environ 120 tonnes de café par an. Un moulin pour broyer entre 200 et 300 kg jour et une soudeuse pour l'ensachage de 60 paquets de 200 grammes la minute. C'est ce dont bénéficie chacun de ces 10 producteurs de café. Ils ont été sélectionnés en 2018 suite à un appel à candidature du Conseil Café Cacao. Nous avons fait un mois de formation en interne sur le caféier et nous sommes partis en Europe connaître toutes les subtilités sur la torréfaction du café, connaître tous les métiers qui étaient autour du café. Nous avons fait connaître les qualités du café, la possibilité de faire de la torréfaction de différentes manières. Et nous avons ajouté l'analyse sensorielle, qui est la dégustation, afin qu'ils puissent connaître réellement quelle est la qualité du produit qu'ils vont vendre. Cette aide à l'installation d'un montant de plus de 200 millions de francs CFA vise à promouvoir la transformation industrielle du café. Nous nous engageons à faire bon usage de ces équipements afin de devenir de véritables champions nationaux et faire la fierté du café en Côte d'Ivoire. Le Conseil Café Cacao entend mener des actions pour la consommation du café par les populations ivoiriennes. Nous avons encore d'autres aspects que nous allons développer, notamment la sensibilisation, ensuite communiquer aussi souvent sur les vertus du café. La Côte d'Ivoire est le 3e producteur africain de café avec une production de plus de 100 000 tonnes par an. La consommation locale annuelle est estimée à moins d'1 kg par habitant. Et une belle initiative donc du Conseil Café Cacao qui est à saluer. Le café Made in Côte d'Ivoire est ainsi promu et aimé notamment au Cap-Vert où je vous convie maintenant à poursuivre le 40e forum de l'Action mondiale des parlementaires. La rencontre a débuté hier jeudi et les participants débattent des sujets relatifs à la démocratie, les droits de l'homme et la prévention des conflits armés. Le président du Sénat, Janoa Osu-Kwadio, au nom de notre pays, s'est prononcé sur l'inclusion sociale pour un meilleur développement. Konaté Moussa. Le rôle des parlementaires dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable, thème du 41e forum du PGA, Action mondiale parlementaire. Praia, la capitale du Cap-Vert, abrite les travaux qui se sont ouverts en présence du président capverdien, Jorge Carlos da Fonseca. Il s'agit pour les parlementaires venus de différents États d'échanger sur les questions liées à la promotion de la démocratie et des droits de l'homme.
forum 41 de l'Action mondiale des parlementaires où il y a tous les parlementaires de toutes les régions du monde qui débattent thème des actions publiques pour le changement des lois, changement des politiques, changement des actions où les parlementaires luttent pour la défense des droits fondamentaux de la personne humaine. Nous nous retrouvons une fois par an autour d'un sujet préoccupant pour essayer d'échanger nos idées, de confronter les expériences en vue de consolider chacun dans son État donc une législation qui viserait à remédier à la question qui a été débattue. La voix de la Côte d'Ivoire à cette rencontre internationale est portée par Jeannot Aousou-Kouadio. Le président du Sénat partage sa vision sur les politiques et pratiques en vue d'une meilleure inclusion sociale. Les parlementaires du monde se réunissent pour voir comment les parlementaires peuvent impacter sur l'action des gouvernements pour accélérer l'inclusion totale de tous les minoritaires. Vous savez qu'en Côte d'Ivoire, il y a tout un programme social élaboré par le gouvernement pour prendre en compte tous les laissés pour compte la croissance. Le pays gouvernement dans le montant aujourd'hui à plus de 1000 milliards. Donc les infrastructures de base, notamment l'eau, l'électricité, les routes, tout cela est inclus afin que le développement soit inclusif. Nous avons exposé la vision du président de la République et les actions que nous menons sur le terrain et en quoi le Parlement ivoirien accompagne toutes ces actions du gouvernement pour un développement harmonieux et intégral de la Côte d'Ivoire. L'Action mondiale des parlementaires PGA est une association internationale de parlementaires. Elle a pour objectif de promouvoir le renouveau démocratique et l'inclusion, sauvegarder les droits de l'homme et protéger les océans. Le projet de loi portant budget de l'État pour l'année 2020 ici en Côte d'Ivoire concentre aussi l'actualité. La Commission des affaires économiques et financières du Parlement ivoirien a reçu ce jeudi 23 membres du gouvernement pour l'examen de ce projet. Et chaque ministre, vous allez le voir, a présenté et défendu son budget devant les députés de cette commission après 17 heures de travaux. Les budgets ont été adoptés à l'unanimité par les parlementaires, comme nous le rapporte Jean-Luc Bambo. Démarré autour de 10h30, c'est à 3h40 le lendemain que la dernière journée de consultation entre la Commission des affaires économiques et financières et les membres du gouvernement s'est achevée. Plus de 17 heures d'échanges non-stop, au cours desquels 23 ministres ont, chacun et de façon inédite, présenté et défendu leur budget respectif devant la Commission. Une innovation introduite par le basculement en mode budget-programme, un exercice auquel se sont prêtés volontiers les ministres. Vous avez pu voir la priorité des débats qui ont été totalement transparents, totalement ouverts. Les députés ont pu poser toutes les questions qu'ils voulaient. Je pense que les réponses ont été bien données, ce qui justifie ou ce qui explique que les votes ont été finalement positifs. Nous sommes heureux de constater que nos préoccupations sont les mêmes qui ont été évoquées par les députés. Nous avons des programmes que nous sommes en train d'exécuter. Avec le budget programme, cela va nous renforcer davantage. S'il est un budget qui aura le plus retenu l'attention des députés, c'est bien celui du ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier. Budget estimé à 760,37 milliards de francs CFA, dont 326,7 milliards consacrés à la construction de routes neuves et 109,5 milliards pour la réhabilitation des routes en 2020. Les populations doivent pouvoir se déplacer, aussi bien dans les villes de l'intérieur que au niveau des pistes pour aller donc dans les plantations. Il y a eu beaucoup de préoccupations, nous avons tenté donc de répondre à ces préoccupations. Vous savez que le programme en matière d'infrastructures routières et d'ouvrages d'art, c'est un programme important. Il y a l'autoroute qui est en train d'être construite entre Yamoussoukro et Boaké. Il y a beaucoup d'autres routes neuves qui sont en train d'être faites. Il y a des anciennes routes qui sont dégradées qu'il faut réhabiliter. De longues et parfois houleuses discussions au thème desquelles les 23 projets de budget ont tous été adoptés par la Commission. C'est un nouvel exercice, plutôt ardu qui demande une bonne préparation. Mais mon Dieu, quel bel exercice pour une jeune démocratie comme la nôtre. Je pense que c'est un supplément de transparence, de bonne gouvernance, d'échanges approfondis avec la représentation nationale qui s'installe. Et puis, je crois qu'avec le temps, on va tous devenir experts de ces questions.
Cette vague de présentation met un terme à la première partie du processus d'adoption du budget 2020. Ce budget qui devrait s'équilibrer globalement en ressources et en charges à 8 061 milliards de francs CFA. Membre aussi du gouvernement ivoirien, la ministre Kandia Camara s'adonne au même exercice à la 40e Assemblée générale de l'UNESCO qui se tient à Paris en France. Elle a pris part à une table ronde sur les droits des enfants. La ministre Kandia Camara a dévoilé la politique de l'école obligatoire pour les enfants âgés de 6 à 16 ans et les actions menées en faveur de la scolarisation de la jeune fille. Le reportage est signé Sefourazi. La commémoration du 30e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant s'est faite lors d'une table ronde à l'UNESCO en présence du président français Emmanuel Macron. Face à ses pairs, Kandia Camara se prononce sur les actions entreprises par l'État pour permettre à tous les enfants d'avoir accès à l'école. Nous leur avons expliqué que la Côte d'Ivoire travaille à faire en sorte que l'enfant puisse jouir de son droit à l'éducation. Et c'est la raison pour laquelle, en 2015, exactement le 17 septembre 2015, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a fait voter une loi à l'Assemblée nationale pour rendre l'école obligatoire pour tous les enfants de 6 à 16 ans. L'école a été rendue non seulement obligatoire, mais totalement gratuite pour tous les élèves des écoles primaires publiques de Côte d'Ivoire. Devant un auditoire composé majoritairement d'enfants, la ministre a abordé la question des agressions sur mineurs et des violences basées sur le genre. Nous menons la lutte contre les violences basées sur le genre et d'ailleurs nous avons pris un texte pour faire en sorte que le droit des enfants soit respecté, pour faire en sorte que les enfants ne soient plus victimes de quelque violence que ce soit. Nous avons aussi expliqué à l'assistance qu'il y a une lutte acharnée contre le travail des enfants et cette lutte-là est menée par la première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara. Au terme de son séjour parisien, plusieurs audiences ont été accordées à la ministre Kandia Camara pour parler coopération entre son département ministériel et l'UNESCO. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique est aussi en première ligne pour la défense et la protection des enfants. À l'occasion de la journée de l'enfant célébrée le 20 novembre dernier, le ministre Aka Awele et ses collaborateurs ont visité la formation sanitaire Marie-Thérèse Houphouët-Boigny d'Ayamé. Il a évoqué la politique de santé en faveur de la mère et de l'enfant. Serge Coléa. Le petit Mel Elias, 11 ans, élève en classe de 6e, dans la peau du ministre Eugène Aka Awele. Au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, la Journée internationale des droits de l'enfant se matérialise par une passation de pouvoir momentanée mais pleine de symboles. Tout le personnel soignant de la formation sanitaire urbaine des 220 logements, maternité Marie-Thérèse Houphouët-Boigny, s'est mobilisé pour réserver un accueil au ministre du jour. Visite des services, réunion avec les principaux collaborateurs, tous les ingrédients sont réunis pour inculquer à ce gamin de 11 ans la force de réaliser demain son rêve de devenir ministre. Je vous félicite. Je vous invite à demeurer dans la démarche qualité afin qu'on atteigne ensemble notre vision qui est celle d'une Côte d'Ivoire où aucune femme ne meurt en donnant la vie et où chaque enfant naît et grandit harmonieusement. À l'occasion de cette journée internationale des droits de l'enfant, le ministre Aka Awele a marqué la volonté du gouvernement à réduire la mortalité infantile en Côte d'Ivoire. Et que c'est beau donc de voir les enfants tout heureux. La Côte d'Ivoire qui promeut les droits des enfants justement s'active aussi pour le rapatriement de ses filles et de ses fils exilés dans des pays étrangers. 117 réfugiés ivoiriens de la crise post-électorale de 2010 sont de retour. Ils sont rentrés volontairement hier jeudi dans leur pays, la Côte d'Ivoire. Et ce rapatriement volontaire est une action conjointe du ministère des Affaires étrangères et de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Jean Magadi. 117 réfugiés ivoiriens, dont 48 femmes, rentrent au pays. Le convoi de rapatriement en provenance du Ghana est accueilli à la frontière de Noé. Cap sur Abidjan, où la délégation des exilés est reçue à la direction d'aide et assistance aux réfugiés et apatrides d'ARA. Je crois à la présence de tous mes frères qui sont encore là-bas. En tout cas, s'ils peuvent, en tout cas, ils n'ont qu'à venir. Un dispositif d'assistance est mis en place pour faciliter leur réintégration.
Une action exécutée par le ministère des Affaires étrangères et l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, HCR. Il y a d'autres projets générateurs de revenus aussi qui les attendent également au niveau agricole, au niveau de petits commerces. En plus de cela, nous avons des équipes qui les rencontrent souvent pour se rassurer des conditions de vie dans lesquelles ils ont été accueillis, dans quelles conditions de vie ils sont. Nous allons répertorier leurs différentes préoccupations. Et sur la base de ces préoccupations-là, nous allons les orienter. La réinsertion scolaire justement de nos jeunes frères qui rentrent d'exil. Et nous avons au niveau du ministère de la Défense un comité qui s'occupe justement de la restitution des biens illégalement occupés. À ce jour, plus de 272 000 réfugiés ivoiriens, soit plus de 90%, ont regagné leur pays grâce aux efforts du ministère des Affaires étrangères et l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, HCR. Et un retour Bercail qui vise à renforcer la paix, la cohésion sociale. Dans cette dynamique, justement, les populations du Hambol se préparent à recevoir dans moins d'une semaine seulement le président de la République, Alassane Ouattara. Il entamera donc dans quelques jours une visite d'État dans cette région. Et le Hambol s'impatiente et se prépare. Mais quel est l'état d'avancement des préparatifs et surtout des travaux engagés? Élément de réponse avec Kader Sogodogo. Visite d'État dans le Hambol. Le compte à rebours a commencé. Moins d'une semaine. Le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, Sidiki Diakité, et Ali Koulibaly, ministre de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, font l'état des lieux avant l'arrivée du chef de l'État. Première étape d'Abakala, le lieu du meeting du 29 novembre. Tout semble être prêt dans la ville. Les travaux de bitumage sont en finition. La résidence du préfet a fière allure. Pareil à Niakara et à Katiola. La région du Hambol a subi une métamorphose. Après 40 ans au stade Thomas d'Aquin de Katiola, la métamorphose n'échappe pas à ce vigile. Ma retraite est arrivée et j'en suis fier d'aller avec un stade qui est très bien réparé. J'ai dit merci au président. Après la synthèse d'une journée de travail, Sidiki Diakité marque sa satisfaction. Au regard de tout ce que nous avons vécu et ce matin, nous pouvons dire que tout est fin prêt pour la visite d'État du président de la République dans le Hambol. Je suis heureux pour la région du Hambol qui va accueillir le Conseil des ministres le mercredi 27 novembre prochain. Et donc avec en tout cas le Conseil au grand complet sous la présidence effective de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Le Hambol promet faire de cette visite d'État un moment inoubliable. Toutes les conditions sont réunies pour que nous ayons une grande visite. Une visite qui restera dans les annales de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et je puis vous dire que la région du Hambol sera à la hauteur de l'événement, sera digne de la confiance du président de la République et du peuple ivoirien. Le président de la République, Alassane Ouattara, arrive dans le Hambol, à Katiola exactement, le 27 novembre 2019. Son séjour prendra fin le 30 novembre par un giga-meeting au stade Ouattara Thomas d'Aquin. Autre question à propos de cette visite. Quelle est la capacité d'accueil des réceptifs hôteliers de la région du Hambol? Qu'en est-il des bâtiments administratifs? Nos reporters ont promené leurs caméras dans la région et vous verrez, ces bâtiments administratifs font peau neuve pour accueillir l'événement. Le comité d'organisation s'active pour les derniers réglages. Soro Corona. La capacité d'accueil des réceptifs hôteliers de la région du Hambol est de 429 chambres. Une capacité qui est loin de satisfaire les besoins en matière d'hébergement dans le cadre de la visite d'État. Pour pallier ce manque d'hôtels, des solutions sont élaborées pour une visite d'État réussie. Pour surmonter cette situation, qui n'est pas, c'est vrai, facile, l'État a décidé de réhabiliter 10 bâtiments en dehors des hôtels. S'ajoutent des particuliers qui ont décidé de mettre à disposition leur villa équipée à la délégation qui viendra donc dans le cadre de la visite d'État. À côté des bâtiments administratifs qui sont en plein travaux de réhabilitation, des cadres ont décidé de mettre les domiciles à la disposition du comité d'organisation. Les hôtels, ça ne suffit pas. C'est pourquoi nous avons tenu à mettre cette résidence-là à la disposition des autorités. Ce n'est pas pour quand même pallier un tout petit peu
au déficit de chambres dans la région du Yambol. Le peuple du Yambol se fera fort bien de loger toutes les autorités qui seront là. Les cadres et les membres du comité d'organisation locale de la visite d'État travaillent d'arrache-pied pour livrer les bâtiments à temps. Les peintres finiront demain, les électriciens on fera les essais, je crois demain aussi. Et puis bon, on va installer les climatiseurs le samedi. C'est-à-dire qu'au plus tard lundi, les autorités administratives de Katiola pourront rentrer en possession de cette maison-là. La visite d'État du président de la République dans la région du Yambol, c'est du 27 au 30 novembre prochain. Une visite d'État qu'attend toute la région après celle du premier président Félix Houphouët-Boigny en 1979. Une visite effectuée dans le cadre de la fête de l'indépendance tournante. Électrification, eau potable, autant de préoccupations qui seront évoquées certainement au cours de la visite du président de la République dans le Yambol. Le PS-Gouv, c'est-à-dire le plan social du gouvernement, est donc en marche dans cette région comme d'ailleurs dans les autres régions, notamment le Bafing. Et dans cette partie de la Côte d'Ivoire, plusieurs gros villages ont bénéficié de l'électrification ces derniers mois. C'est le cas de Dougbé dans le département de Koro. La mise sous tension de ce village a donné lieu à une journée d'hommage au président de la République. Mamadou Kwasi. Par cet acte du ministre Moussa Sanogo, le village de Dougbé dans la sous-préfecture de Boko s'inscrit désormais sur la liste des villages connectés au réseau électrique national. Une attente de plusieurs décennies qui devient aujourd'hui une réalité pour ces populations. Cette mise sous tension vient renforcer la politique de développement de ce village du département de Koro dans la région du Bafing. C'est ce qui a motivé cette journée d'hommage et de soutien aux actions du président de la République, Alassane Ouattara, qui permet au Bafing de passer d'un taux d'électrification de 4% en 2011 à plus de 108% aujourd'hui. Nous connaissons aujourd'hui le développement. On n'avait pas de centre de santé, on n'avait pas d'école dans nos villages. Sur 84 villages que comprend donc la sous-préfecture, il n'y avait qu'une dizaine de villages où il y avait école. Aujourd'hui, le constat est là, dire à Alassane Ouattara que nous sommes avec lui de cœur. Nous sommes avec lui pour le développement, nous sommes avec lui pour la paix et nous sommes avec lui pour toujours et pour toujours. Présent à cette cérémonie d'hommage et de reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara, le ministre Moussa Sanogo, fils de la région du Bafing, et le représentant du ministre Issa Koulibaly, parrain de l'événement, ont indiqué que ces actions s'inscrivent dans la politique sociale du gouvernement. Ils ont soutenu également que d'autres actions sont prévues en vue d'améliorer davantage la condition de vie des populations. Nous voudrions prendre l'engagement d'être solidaires pour contribuer davantage au développement de notre région. Restons donc soudés et, par la grâce de Dieu, dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie, de l'hydraulique, des infrastructures scolaires et routières, plusieurs choses se feront dans le Bafing. Avant cette rencontre, les populations de la sous-préfecture de Boko, soutenues par les guides religieux, ont consacré 3 jours à la lecture du Saint-Coran et des prières pour le chef de l'État et son gouvernement, pour la paix et le développement de la Côte d'Ivoire. On parle développement, mais aussi politique dans ce journal. Le nouveau coordinateur du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix de Trècheville et de Makori a été investi. Son nom, Albert François Micha. Il s'est engagé à travailler à la promotion des idéaux du RHDP dans les communes de Trècheville et de Makori. Explication avec Herman Guivi. Il est le nouveau coordonnateur du RHDP pour Trècheville et Makori. François Albert Amichia, investi par Touré Mamadou, cadre du parti. Une investiture qui reçoit l'agrément des militants et sympathisants présents dans la salle, à continuer l'organisation du RHDP sur le terrain, redynamiser les sections pour la victoire du parti en 2020, la feuille de route du nouveau coordonnateur RHDP, Trècheville, Makori. Le président du RHDP, le vice-président Kablan Duncan, le président du directoire Amadou Koulibaly, ont tous trouvé en vous les qualités d'une personne à même de tirer le bateau du RHDP ici à Trècheville à Makori et nous amener à la victoire en 2020. Je note à travers votre discours qui engage l'ensemble de vos collaborateurs que Trècheville et Makori sont déjà sur pied pour assurer une victoire écrasante du RHDP dans 10 mois, c'est-à-dire à l'élection présidentielle de 2020. Le nouveau coordonnateur RHDP pour Trècheville et Makori a pleinement conscience de la mission qui l'attend. Le président a décidé
que Treichville et Marcory ne formeraient qu'une seule région. Et il sait pourquoi. Chacun de nous doit pouvoir expliquer dans son environnement, dans son quartier, dans sa concession, dans sa cour, dans son appartement, pourquoi nous avons décidé de quitter nos différents partis pour créer ce parti, parce que nous voulons la stabilité, nous voulons la paix, nous voulons le développement de ce pays. François-Albert Amichia, le tout nouveau coordonnateur HDP pour Treichville et Marcory, avec le soutien de son équipe, entend relever tous les défis politiques à venir. Un nouveau parti vient de faire son entrée sur la scène politique ivoirienne. Il s'agit du Mouvement pour la démocratie et la paix, MDJ. Le lancement officiel a eu lieu il y a quelques jours au Palais de la Culture de Treichville. Le parti est présidé par Dominique Zegwa, un ex-membre de la Galaxie des Patriotes, et il invite les Ivoiriens à la paix et à la cohésion. Lydie Sadia, Alexis Ouedraogo. La classe politique ivoirienne enregistre un nouveau parti, le Mouvement pour la démocratie et la justice, MDJ. Son fondateur est un ex-membre de la Galaxie des jeunes patriotes. Le parti veut prôner la tolérance, la réconciliation et la cohésion sociale en vue de préserver un climat politique paisible. On n'a pas besoin de brûler la Côte d'Ivoire pour une question d'élection. Une élection est une compétition. Et de cette compétition sort le jeu démocratique. Celui qui pense qu'on a brûlé la Côte d'Ivoire n'a vraiment rien compris de la politique. Plusieurs leaders politiques embrassent cette vision. Nous sommes pour une union sacrée de la classe politique. Je me devais d'être ici en tant que concorde d'abord, prônant la réconciliation de tous les Ivoiriens, mais aussi en tant que fils du GO, puisque nous sommes ensemble sur le terrain, dans le GO, et nous travaillons main dans la main. À travers le MDJ, Dominique Zegwa veut s'impliquer dans les prises de décision concernant l'avenir du pays. Notre parti est un parti centriste. Désormais, pour parler de la destinée de la Côte d'Ivoire, nous devons être présents. Notre voix doit compter. Le Mouvement pour la démocratie et la justice prévoit une série de tournées. Son président veut ainsi mobiliser ses militants et sympathisants pour les échéances électorales à venir. Et dans l'actualité sportive, notez que l'Égypte vient de monter sur le toit de l'Afrique. Les Pharaons ont remporté la finale de la 5e édition de la CAN des moins de 23 ans en battant les éléphants de Côte d'Ivoire sur le score de 2-1. Je vous propose les temps forts de cette rencontre avec nos reporters Arsène Kouassi et Roméo Koulibaly. Après avoir décroché le ticket qualificatif pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020, les éléphants sont allés à la conquête du sacre continental. Opposés au pays hôte, l'Égypte, les éléphants tiennent bon jusqu'au quart d'heure de jeu avec la première alerte des Pharaons signée Karim El Raki. Mais Iratap Eliezer capte le ballon sans trembler. Échéance retardée. Dans la dynamique, Ahmed Ramadan se joue du défenseur ivoirien Silas Nyaka avant d'adresser un retrait à Karim El Raki qui ouvre le score. Un acquis d'un but que les Égyptiens préservent jusqu'à la pause. Mené au score, le coéquipier d'Ismaël Diallo tente de revenir dans la partie en seconde période. Mais Ahmed Traoré manque le cadre. Déterminés à refaire leur retard, le poulain d'Aïdara Swalio s'offre les meilleures opportunités. À force d'insister, ils finissent par rétablir la parité dans les derniers instants du temps réglementaire, suite à une belle combinaison entre Mohamed Ouattara et Aboubacar Doumbia, entrés en cours de jeu. À un but partout, les deux équipes se rendent coup sur coup, mais ne parviennent pas à trouver la faille. Il faut attendre la 114e minute pour voir la situation se débloquer. Sur un contre rapidement mené, Ahmed Ryan frappe. Iratap Eliezer détourne, mais bien suivi par Ahmed Ramadan qui délivre les siens. 2-1, score final. L'Égypte remporte la 3e édition de la Coupe d'Afrique des moins de 23 ans et succède ainsi au Nigeria. Bravo tout de même aux éléphants qui n'ont pas démérité. On va terminer par le Mali où l'ambiance est tout autre. Le bilan s'est alourdi après l'attaque de lundi dernier à Tambakor, près de la frontière nigérienne. L'armée a découvert hier jeudi les corps de 13 de ses soldats portés disparus, ce qui porte à 43 le nombre de victimes de cette opération attribuée à des djihadistes selon l'armée malienne.
Voilà, fin de ce journal supervisé par Hugues Hervé Blé. Merci à toute l'équipe de réalisation et à l'équipe technique, mais surtout à vous de nous avoir suivis. C'était la seule édition de ce jour. Il n'y aura donc pas de 23h. Moi, je vous retrouve avec grand plaisir demain à 20h.